les mines russes ont été descendues. Il a des mitrailleuses, il porte des bombes, il fait 4 tonnes, il transporte 1,5 tonne de bombes et donc 5,5 tonnes au décollage. La vitesse 800 km/h, regardez. Pas très loin et donc les avions ont un espace réservé. Regardez ces molécules elles sont créées parce que ces molécules qui sont brassées par cette technique de 450 eh bien, elles ont l'objectif de sécurité. C'est tout simplement ce qui a perturbé les molécules, c'est qui essaie de prendre leur place au passage. N'empêche que quand on avion en l'air, partir de l'Hexagone. Pacifique, au milieu de la Méditerranée, on envoie des avions, on a un trafic aérien. Sur l'Eisenhower, on a le terrain de Charles de Gaulle. C'est une guerre ici. Non, non, c'est l'espacement de temps, les uns après les autres, qui font que ces avions sont catapultés toutes les 30 secondes, voire toutes les minutes, et à l'approche, ils sont également espacés d'une minute. Comment on dit quand on est sur une plateforme de 260 mètres de haut, le monsieur qui pilote cet avion, il est champion de France de l'avion. Ça va être Renaud Dupré, qui est sa vigile. Il a un petit bonhomme avec lui, il a un atelier, et lui, il fait ce que les Américains pensaient être les seuls au monde à faire, remettre en état des avions de collection, peu importe la puissance, peu importe la taille, peu importe l'âge. Ce sont des restaurateurs d'avions, ce sont des gens qui conservent le patrimoine, et Renaud Dupré est l'homme qui est connu de partout de la planète parce que justement il a ce talent. Cet avion s'éloigne. On a vu que sa vitesse est une vitesse d'environ 600 km/h en croisière, 800 km/h quand il est en plat. Mais il y a d'autres avions qui ont été aussi des avions écoles, qui ont été ceux de la patrouille de France. Aujourd'hui, je vous salue. Ce sont les pilotes de la patrouille Tranchant. Il y en a un qui a décollé avant les autres. C'est pas dû à sa taille, c'est parce que justement il évite les turbulences des autres devant. Le pilote s'appelle Jacques Crine. J'aimerais plutôt qu'on lève les mains pour ceux qui ne connaissent pas Jacques Crine. C'est un monsieur, voilà, vous êtes moins nombreux que ceux qui le connaissent. Jacques Crine, c'est le monsieur
on compte sur les doigts d'une main, et je vous assure que ce n'est pas une blague, le nombre d'avions qu'il n'a pas piloté. Il a piloté les avions russes, que ce soit les Sukhoi 21, 27, ce que vous voulez, les avions américains, que ce soit les F-18, les F-20, tout ce que vous voulez, les Raptors, les machins. Pour vous donner un exemple, là sur le terrain, il y a une dame qui est venue, elle avait construit son avion et elle est venue. Et je lui dis, ah, vous repartez, vous allez voler? Elle me dit, oui, c'est Jacqueline qui m'emmène. Voilà, il y avait cet avion-là, il ne l'avait pas piloté, ça y est, c'est fait. Jacqueline, c'est le monsieur qui a des grandes moustaches, des grandes vacances. Alors, je ne vous dirai pas le nombre d'heures de vol qu'il a, mais on s'est amusé à le mettre en année. Il a 2 ans et 39 jours de vol. C'est-à-dire que vous imaginez un cosmonaute qui reste 2 ans et 39 jours en vol, eh bien, c'est Jacques. À l'avant, le leader, c'est Hugues Duval. Et Hugues Duval, c'est un monsieur qui est pilote à Air France sur Boeing 777. Il faut savoir que Jacqueline, qui a été également pilote de chasse, a été aussi pilote de ligne ensuite. Quand je vous parle que tous les avions ils ont piloté, c'est les petits, les gros, et que ce soit à l'autre bout du monde ou en France. Alors Hugues Duval, c'est le gamin, lui. C'est le gamin, il a 333 jours d'heures de vol. Chaque jour fait 24 heures, je me rappelle. Et puis, on a, sur la gauche, on a Pierre Fage. Et Pierre Fage était le démonstrateur du Mirage 3. Et après avoir fait une carrière de militaire, eh bien, il est devenu aussi pilote de ligne. Alors, Pierre, lui, il bat tous les records puisqu'il a 3 années et 19 jours, c'est-à-dire 1166 jours de vol. Et puis de l'autre côté, le dernier arrivé, c'est Claude. Parce que le Claude a remplacé un autre Claude. Ce passage lui est dédié à cet autre Claude. Il y a à peine 15 jours, il nous a quittés parce que la maladie l'a emporté. Il faisait partie de cette patrouille. C'était un monsieur qui avait construit des compagnies aériennes. Il avait construit 3 compagnies aériennes. Et puis la maladie a été plus forte et aujourd'hui, on a Claude Espinet qui a pris le relève. Et Claude Espinet est un ancien, non seulement des Voltige Victor, ces Mirage F1 qui volaient l'un à côté de l'autre, l'un au-dessus de l'autre, l'un encastré pratiquement l'un dans l'autre, tellement ils étaient proches les uns des autres. Il faisait quelque chose de très beau. Et puis ensuite, il a quitté Voltige Victor, il est passé dans la patrouille de France, il a fait 4 ans. Jacqueline était leader de la patrouille de France. Claude Espinet, il était ailier dans la patrouille de France. Dans cette patrouille tranchant, les 4 avions ont équipé la patrouille de France pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, les pilotes de la patrouille de France reviennent dans ces avions. À E4, il comptabilise 78 000 heures de vol. Belle expérience. Ils se sont mis en altitude, ils vont rassembler, comme on dit, avec le Hawker Sea Fury, cet avion de 3000 chevaux. La patrouille revient, ils encadrent le dernier avion avant que l'aviation ne devienne quasiment à réaction. Alors le Hawker est reparti, me dit-on, et donc maintenant, la patrouille tranchante du salut.
rappelle. Le nombre d'heures et tous les vols qu'il a fait dans sa vie. Les staccards, on a vu. Et pendant que nos amis belges de l'hélicoptère Seeking dédicacent ici au podium pour les jeunes, les moins jeunes, ils vous remettent un superbe poster. La patrouille tranchant nous revient par la droite. Hugues Duval, Claude Espinet et Pierre Fage. Ce sont les trois premiers. Derrière, Jacques Rine. La formation du Concorde. Ils changent de position pendant le vol et ils reprennent une autre figure qu'on appelle le diamant. Un jour il sera sur l'autre. Mais après, pour l'instant il s'économise. Plus 20 ans. Et là, Hugues Duval vient de donner l'information à ses collègues. Des informations nettes, précises. Ouais, on a l'espace, ouais, il me semble que bien, ouais. Ouais, il me semble avoir entendu ça aussi, un pilote de chasse, dernièrement, il part dans l'espace. Et Jacques Rine fait ce qu'on appelle des rôles. En tonneau, autour de ses trois collègues. La confiance est de mise. C'est ça l'équipe. Une belle équipe. Les avions vont prendre une position différente. Jacques Rine va s'éloigner sur la gauche. Les trois autres s'éloignent en faisant un virage à la gauche. Et on va avoir droit à un face-à-face. Et le face-à-face s'appelle la boîte à lettres.
La boîte à lettres consiste à passer une lettre dans une fente. Ça va être le cas puisque les 3 avions vont être étagés et Jacqueline va passer au milieu. Ah oui, on les a vus, on l'a vu hier, on croit qu'on partait de Corneille. En place pour la boîte de lettres. En place. Il faut y diffuser. Il parle plus ça. Sur la droite, 3 avions. Sur la gauche, un seul. Celui de la gauche va passer au milieu des 3 et croiser la fumée du leader. Il atteint les 600 km/h. Il s'est précipité pour rejoindre sa colonne. Et il le raccourci, regardez, en 3 quarts d'heure, Tony Badé qui en vol, vous imaginez dans ce cockpit extrêmement étroit la difficulté pour retrouver ses collègues. Alors effectivement, les fumées sont utiles. Aujourd'hui, elles sont un petit peu blanches sur blanche. Et la difficulté pour l'un des pilotes, eh bien, c'est de retrouver son équipe et de rassembler le plus vite possible parce que les figures s'enchaînent. À gauche. En descente, en sauveur pour l'éclatement. Fumée. Top. Le Faucon Magistère a été l'avion qui a été construit par 2 constructeurs, Morane et Saunier, et ils l'ont construit à Tarbes, dans le sud de la France, et puis ensuite... Top. Top. Regardez cet éclatement. Et cet avion a été imaginé à 0,5 plus grand écart. et le Faucon Magistère, comme je vous le disais, a été imaginé pour reconditionner les pilotes sur des avions en réaction et faire une nouvelle génération de pilotes qui sont devenus et qui seront celles de l'armée de l'air. Mais l'armée de l'air voulait nous parler des parachutistes. Et oui, Pierre, les parachutistes seront là dans quelques instants. C'est bon, dès qu'ils sont là, la loge, et ils me rejoignent actuellement sur le car podium. Sur le car podium, vous pouvez venir en face. Il y a 2 amis parachutistes que l'on applaudit très très fort. Allez, on va laisser la patrouille de tranchant se poser avant que le prochain appareil. Que les avions qui précédaient ici, c'était des avions qui étaient faits de bois, de toile. On les appelait les Tigermans. Et cet avion, eh bien, quand on parle du Spitfire, les pilotes de cet avion le comparent, alors sans aucun problème. Les pilotes de Spitfire ont été surpris de qualité de pilotage, de la facilité de l'aisance. Sur un piston, ça là. Principal de la beauté. Il y avait une femme qui voulait voler, il y avait un homme qui voulait danser. Cet homme, Bah, ils font un balai d'hélico. Il est dans un des hélicoptères et il est allé voir cette danseuse. Il lui dit voilà, comment on faire pour danser? Et elle lui dit écoute, l'homme n'était pas d'accord avec les hélicoptères. Son petit mais très maniable. Regardez, il y a un d'un côté, il est de nationalité française, c'est donc d'origine cambodgienne. Et puis il y a Thierry Lassette qui est Donc, le frelon le leader. C'est dans celui-là qu'on est monté.
Au Bourget. Il a fait une chorégraphie. Wow. Oh putain. Ah, le vol d'hélico il est là-bas. Tu montes à 4 dedans. Il y en a un qui est beaucoup plus stable que l'autre. Ok, recule. Il n'y a pas de vent, c'est bien. Je vais me retourner ma soeur. Tu as des sous? Tu veux quoi? Je veux des churros. Eh bien écoutez, on a une chance extraordinaire, c'est que Tu restes ici comme ça? Tu t'éclates? le voyage c'est une musique. Et sans la musique adaptée effectivement à la démonstration, c'est une chose parce que ça va Je mettrai... Tu invites plus? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un réel tango qui est fait avec 2 hélicoptères. Des hélicoptères extrêmement pointus avec les la manière de sa pilote. Et le F-22, c'est l'hélicoptère par excellence qui est le plus sur la planète. Et pourtant, vous allez voir que ces pilotes, ces experts, bien sûr, ils ont été dans les compétitions, les championnats du monde, ils le connaissent. Eh bien, grâce à Claire Van Merten, c'est cette dame qui va être tout à l'heure diriger cette parcours de visiter c'est une bateau qui est née en 2002. Thierry Basset, Tom. Non, moi, elle m'a demandé comment
deux hommes. Il y en a un qui pilote l'avion, qui s'appelle Robert Laurent, et puis il y a Cédric qui est mécanicien à droite. Et c'est lui qui commandera le largage de l'avion qui est situé au-dessus. Vous allez me dire, il n'y a personne dans l'avion au-dessus. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, il y a même un pilote qui est expérimenté, qui a volé sur énormément d'avions. Il est actuellement le pilote pour une entreprise de bateaux et il y a besoin de transporter les commandants de bateaux d'un pays à un autre et de manière la plus rapide possible, de transporter des pièces. Eh bien, il est aux commandes d'un avion italien, un Piaggio Avanti, un avion dont les moteurs sont à l'arrière, un avion qui va aussi haut que les jets, plus vite que les jets, et qui est d'une performance extraordinaire pour 6 places. Alors au-dessus, eh bien, Dominique Blois, c'est son nom, est installé dans ce petit avion de 80 kg avec les deux moteurs électriques, et ces deux moteurs électriques sont alimentés par des batteries. Alors, quand on connaît la manette des gaz que l'on appuie vers l'avant, eh bien, on a une sensation de puissance. Vous savez, on met la manette en avant et on sent que ça vient. Et bien là, ce sont deux petits potentiomètres que tout à chacun nous avons lorsqu'on veut augmenter la puissance sonore de notre radio. C'est la même chose. Et comme il y a deux moteurs, il y a deux potentiomètres. Et quand on les met vers l'avant, eh bien, on a la puissance qui est livrée par 26 kg de batterie, le lithium-ion qui se trouve situé derrière le bloc, également devant. Et puis cet ensemble-là fait l'objet d'une attention minutieuse ici que l'on revienne avec la route parce qu'une batterie, c'est quelque chose d'extrêmement fragile, notamment ce matériel électrique qui nous vient du bout du monde puisqu'il est fabriqué en Chine. Les batteries, les seuls des Chinois fabriquent aujourd'hui des batteries de lithium-ion qui permettent cela. Il y a Cristalline, les boissons, l'eau cristalline qui sponsorise cet avion. Là où l'avion en dessous, c'est la marque de Tranchard. L'intérieur de cet avion va ainsi être largué. Alors, là, il fait une présentation, on vous montre les deux avions, l'un positionné au-dessus de l'autre. Et le petit avion au-dessus est accroché par un câble en dessous. Et ce câble va être libéré par une poignée. Et je pense qu'à la prochaine pointe-partage, en principe, le mécanicien va tirer sur la poignée au milieu de la piste pour vous montrer à toutes et à tous ce petit avion qui va prendre son envol, qui va nous décoller tout simplement au-dessus de notre avion. Le concept a été utilisé il y a quelques décennies maintenant avec un Languedoc et c'était le Leduc. Le Leduc, c'était un constructeur d'avions et surtout de moteurs, c'est-à-dire qu'il fabriquait des avions qui n'avaient pas de moteur. Et pourquoi ils allaient très vite? Ça s'appelait des avions dans lesquels on allait tout simplement injecter du pétrole, auquel on mettait le feu, et c'était une véritable fournaise qui permettait des vitesses supersoniques de l'ordre de Mach 2, Mach 3. Ensuite, il y a la NASA. Pour transporter la navette, elle le pose sur un Boeing 747 et elle le déplace de terrain en premier constant. Et bien l'idée était venue de Bretons qui sont à Rennes. Yves Duval avait décidé de faire cela. Hugues a repris le concept, le père, ensuite le fils. Et là normalement, le largage. 1, hop. Et voilà, c'est parti. Et le petit avion qui avait les moteurs tournants, mais de la puissance, qui va venir rassembler et va venir se mettre, on va dire, sous l'aile protectrice du gros avion. Pas vrai, parce que je peux vous dire que le petit avion en question, eh bien, Dominique, qui se trouve à ses commandes, avait été à son temps l'un des ailiers de la patrouille cristalline avec 3 cri-cri. Ils faisaient une démonstration extraordinaire, ils étaient à moins de 50 cm d'un autre à des vitesses de 200 km/h, 250. Et Hugues Duval, aux commandes de cet avion électrique, a poussé le vis à aller jusqu'à 287 km/h avec cet avion. Et cet avion est limité en vitesse, vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'il a une verrière immense. Et cette verrière immense, elle est courbe et elle donne une dépression au-dessus. Et donc c'est uniquement la résistance à la verrière qui fait qu'on limite la vitesse. Mais Hugues
m'a dit, tu vas voir, un jour je vais dépasser 300 km/h. En connaissant Hugues et son petite étude, je suis sûr qu'il va y arriver. Et puis, Michel Colomban, qui est cet inventeur et cet inventeur fou, génial, il était menuisier à l'aérospatiale et avant que ça ne devienne Airbus Industrie, il est devenu ingénieur en travaillant jour et nuit ses études. Il est devenu ingénieur maison et au final de son travail et ses études, il a dit je vais fabriquer le plus petit avion du monde qui sera mu avec 2 moteurs de 12 chevaux, qui fera moins de 100 kg et qui ira à plus de 100 à l'heure. Tous les autres ingénieurs ont été morts de rire. Ils l'ont été beaucoup moins lorsque cet avion a volé et qu'il décolle à 100 km/h. Et ensuite, il se pose à des vitesses de 90 km/h mais qu'il évolue à 150-200 km. Alors évidemment, l'humain a toujours envie de progresser et lorsque les moteurs électriques sont arrivés, Hugues Duval a eu l'excellente idée d'aller voir une entreprise dans le sud de la France, à Sisteron exactement, pour leur demander d'étudier la possibilité de transformer cet avion en avion électrique. Et c'est ainsi qu'elle l'a présenté au Salon du Bourget, c'est ainsi qu'elle l'a présenté également en Europe. Aujourd'hui, il est présent pour notre plus grand plaisir, le Cri-Cri. Alors il s'appelle Cri-Cri parce que Michel Colomban avait une fille qui s'appelait Christine. Donc il l'a appelé Cri-Cri tout simplement. Cet avion, allez, montre en main, 3 minutes. En 3 minutes, on démonte les ailes, on le range dans une remorque, on fait monter la cellule, on met une bâche par-dessus, on accroche derrière la voiture et on part à l'autre bout de la France. Ensuite, en 3 minutes, montre en main, on a remonté l'avion, on est dedans, on a mis en route, on est parti. Un avion extraordinaire, je crois même que c'est l'avion le plus extraordinaire au monde, tant en termes de création, de capacité et de... capacité à pouvoir évoluer. Alors c'est vrai qu'on fait de la voltige, on fait pas de la voltige avec... il faut toujours rester en positif et avec de la vitesse, parce que cet avion, si on monte à la verticale et qu'on attend qu'il redescende sur la queue, eh bien là ça va mal se finir, parce qu'il est tellement léger qu'il n'a pas d'inertie. Et comme il n'a pas d'inertie, il faut sans arrêt lui donner de la patate, de la puissance. Cette molécule, et cette molécule, lorsqu'elle est revenue, elle perturbe à l'arrière. Ça vous arrive de temps en temps en tant que passager, quand vous êtes dans un avion, d'un seul coup d'avion dans lequel vous êtes, c'est comme s'il descendait d'une marche. En fait, il est descendu quoi, de 10 mètres, mais pour nous, on a l'impression qu'il est descendu de 100 mètres, tout simplement. Et on mis 2 jours à traverser le parc du Pacifique, à peu près 300 km découlé dans la nuit. La famille aura eu lieu. Ça s'appelle Bellargo. Comme par hasard, dans le port de Bellargo, il y a des gros bateaux qui vont couler, il y a des hommes qui vont mourir. Mais les porte-avions ne sont pas là. Alors évidemment, elle vient se poser très rapidement parce qu'avec son terrain, cette inspectrice ne comprend rien. Et elle essaie de se poser sur un terrain qui est pouvoir les ils auront une punition parce qu'ils n'auront pas reçu l'ordre de décoller. Et ils auront des décorations parce qu'ils auront un peu de il empêche Max en fait. Le radar, c'est cette petite vidéo qui est en train d'être créée. Et il y a des radistes qui ont vu quelque chose. Ils ont vu comme on sait qu'il y a des caténas, des avions de surveillance maritime qui vont arriver dans notre fusion installée. Et le reste, le responsable du radar dira c'est des caténas. Et on prévient également le marchand de la base, mais il est pour malin, mais désolé, voici l'idéal. Bout du ciel, provoquer le désastre. Et c'est parti, regardez, ils sont en chandelle, les uns derrière les autres. C'est l'attaque. Thomas.
opération qui autorise. Et là, Il y a un petit Suisse. Et là, ils se battent contre ces Japonais. Et à un moment donné, il faudra bien revenir, bien sur un autre endroit pour aller ravitailler. Mais on et voilà le zéro, il a cette forme particulière d'être très affiné, très allongé. Ah non, le Japon, Parce que lui, il est en train d'attaquer l'Américain. C'est normal, les Allemands, les Français, le ciel. Et puis il y a également le soleil. Et le soleil, on va le mettre toujours sur le front avec un bandeau sur le bras. Ce vent divin que des jeunes qui sortaient de l'université ne savaient pas piloter et au sol, sur des croix en bois, on leur faisait imaginer qu'ils allaient dérouler, s'écraser sur le pont du bateau. Pour sauver l'honneur de la famille, eh bien ces jeunes parfaits, certains s'écrasaient de la d'autres arrivaient. La manière de combattre le zéro, c'est simple. C'est un pilote japonais qui s'est posé sur une île et il s'est posé sur une île et ses collègues tournaient au-dessus en pensant qu'ils allaient pouvoir des avions qui étaient sur qui étaient anonymes. Et au lieu des anonymes, quand on est pensé que la plupart n'étaient pas morts, ils sont partis dessus. Et c'est quelques jours plus tard qu'un bateau américain, en survolant l'avion, qui était tout seul. Un bateau américain passait tellement. Et a priori, ils ont découvert cet avion, ils l'ont démonté, ils l'ont ramené aux États-Unis, ils l'ont ramené dans le sud des États-Unis, au Mexique, à Corpus. Sur ce terrain, ils ont construit des clôtures de 6 mètres de hauteur pour faire des essais avec cet avion. Et ils se sont rendus compte que cet avion était équipé d'une radio américaine, parce qu'avant la guerre, les Japonais avaient commandé une radio américaine chez Collins, et ces radios américaines ont équipé les zéros. C'est quand même extraordinaire pour trouver cette organisation à Angoulême.
les Japonais à l'époque. Et c'est quand il y a quelqu'un qui a monté ça, c'est à 82. Et cette décadence s'est poursuivie jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'au moment parce que Hiroshima et Nagasaki furent les deux points d'orgue qui ont sifflé la région de cette conflit mondial qui avait quand même pratiquement fait 60 millions de morts, on dit à peu près 50, et on oublie tous ceux qui sont morts par la suite, parce que les conséquences ont été importantes, par le traitement radioactif. Mais lorsqu'on a des gens qui ont dit ah, les gens chez les physiologiques, bien forcément ils ne sont pas des gens qui vont rester longtemps. Aujourd'hui, on a fait la paix avec le monde, l'Europe est là, et Dieu nous en préserve pourvu que nous restions frères les uns les autres. Nous avons parcouru notre voyage dans le Pacifique, mais avant que nous allions dans le Pacifique, la guerre était déjà terminée en Europe. Et elle était, le conflit était terminé parce que attendait, et Churchill a dit jamais autant d'hommes ne devaient assister. Ce furent les pilotes de l'armée de pour surgir d'une image à travers un avion qui s'appelle en attendant les six qui sont dessus, qui sont des avions. Alors oui, parce que évidemment, il nous faut 2000 personnes chaque année pour défendre notre ils ont évolué durant ces 80 ans et actuellement, l'armée d'air a la capacité d'envoyer au premier en continu du savoir-faire de l'aviation avec des équipages alors c'est vraiment l'avion des gens, vous savez ce que je vous disais tout à l'heure concernant Churchill, c'est parce qu'en 1940, l'armée allemande avait décidé d'envahir l'Angleterre. Il y avait une soif d'étendre son territoire qui était illimité, et si dans James Bond on a toujours l'habitude de voir un espèce de fou décidant de devenir le maître du monde, eh bien c'est exactement ce qu'un petit moustachu avait décidé de faire. Il avait même pensé que l'homme était beau parce qu'il était blond et qu'il était grand. C'était exactement l'image qu'il transmettait. Il n'empêche que le conflit était parti, et donc pour envahir l'Angleterre, il fallait forcément être maître du ciel. Être maître du ciel, c'était empêcher les Anglais de pouvoir se défendre et d'empêcher justement des Allemands, donc des gens pas forcément nazis, mais malheureusement contraints d'aller au combat et qui étaient forcés d'aller envahir l'Angleterre. Et donc des jeunes qui étaient avec l'âme bien née, souvent de familles aisées, avaient appris à piloter, parce qu'à l'époque c'était très cher, aujourd'hui c'est très cher, mais à l'époque c'était une fortune pour apprendre à piloter. Donc ces jeunes qui étaient dans l'université jouaient au cricket, et puis quand ils jouaient au cricket, eh bien, ils faisaient de la voiture pour le plaisir, c'était des sportifs, des vrais sportifs. Et lorsqu'on a eu besoin, non pas de manœuvre, mais de têtes savantes, pour pouvoir piloter ces engins qui étaient magnifiques, mais qui étaient avec des bouches de chevaux, il fallait savoir aussi manier l'arme, manier l'avion, et aussi avoir un engagement. C'est ce qu'ils ont fait grâce à cet avion qui a été décidé par Reginald Mitchell. Reginald Mitchell avait été dans la société Supermarine, cette société qui avait mis des avions sur flotteurs et qui battait des records du monde de vitesse. Les Anglais savaient qu'ils étaient dépassés en termes d'aviation et ils avaient demandé dans un cahier des charges à ce qu'on fabrique un engin qui puisse transporter des mitrailleuses, des bombes, des chauds,
le plus loin possible, le plus vite possible. Comme Réginald Michel avait dessiné de Supermarine, qui gagnait des concours de vitesse, il en a fait une extrapolation en utilisant notamment des ailes elliptiques, et on reconnaît bien ces avions avec des ailes pointues, vous savez, comme des ellipses. Et il a donné une forme, un dessin, imaginé par son propre cerveau, qu'il a couché sur du papier, sur une table à dessin. Et lorsque cet avion a volé pour la première fois en 1939, eh bien, en 1939, eh bien, l'État anglais a immédiatement été conquis et ils ont pris cet avion à 300 exemplaires. Il en a eu pour sur les équipes de construire, il y a eu une vingtaine de versions différentes avec 3 types d'ailes différentes. On mettait des ailes longues, raccourcies, parce qu'on voulait faire un intercepteur, parce qu'on voulait faire un avion qui vole haut, ou parce qu'au contraire, on voulait faire un avion qui vole très bas et qui fasse du strafing, c'est-à-dire qu'il attaque au ras du sol les trains, les camions, les chars, etc. Alors, excuse-moi, Pierre, de ton couper. On aurait besoin d'un personnel de la gendarmerie, s'il vous plaît, au niveau du carpodium. Je vous remercie. Et on continue avec notre Spitfire. Cet avion n'a jamais été arrêté. Pourtant, il a été utilisé mondial parce qu'il était avec ciné caméra. C'est-à-dire qu'on l'envoyait à des altitudes de l'ordre de 8 à 10 000 mètres d'altitude et il avait photographié les endroits qui allaient être bombardés ou les endroits qui seraient bombardés. C'est ainsi qu'avec ces avions, on a découvert à Pedenburg les endroits où les V1 étaient fabriqués allaient être jetés sur l'Angleterre. C'est également là où on s'est rendu compte qu'il y avait des usines de roulement à billes qu'il fallait aller bombarder. Et donc, toutes ces images étaient analysées, bien entendu, dès l'arrivée. Cet avion est pris sur le coup, il ne possède pas ce qui était la porte habituelle du Spitfire. Il était dedans à la fin du c'est-à-dire des moteurs à hélice rotative. Monsieur Jacquard, il habite à Dijon, il collectionne des avions. Et cet avion a été remis en état après avoir passé un certain nombre d'années dans le désert, remisé. Il a été remis en état aux États-Unis, puis ensuite il est revenu en Europe, en France. Monsieur Jacquard l'a remis également en état. Il a changé le moteur chez Kelton, il a remis le moteur d'origine. Et le modèle Mark 19, c'est celui-ci. Aux commandes de cet avion, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Salis. Et Jean-Baptiste Salis, c'est dans la famille Salis, je voudrais le père, je voudrais la mère, je voudrais la sœur, je voudrais le genre, je voudrais le beau-frère, je voudrais le cousin. En fait, ils sont tous pilotes. Et en fait, celui qui est pilote, c'est celui qui attire l'attention dans la famille. Et Jean-Baptiste, c'est ce monsieur qui a refait ce que Roland Garros a fait. Il a traversé la Méditerranée avec 8 heures de vol à bord de cet avion de Roland Garros et en passant au-dessus de la Sardaigne. C'est immense. Il me reste encore autant de temps. C'est un avion qui était monoplomb avec un petit moteur poussif et il a traversé la Méditerranée. Ça, c'était dans les derniers. Là, il est au commande de cet avion. Le moteur au bruit si joli, ce n'est pas un Merlin, c'est un Griffon. On
connaît le Spitfire grâce à son moteur Rolls-Royce type Merlin. Et là, celui-ci, c'est un moteur Griffon. Le moteur Griffon, il fait 2500 chevaux. L'avion est très léger. Inutile de vous dire que pour rejoindre des altitudes, cet avion est parfaitement équipé. On a mis des ailes longues parce que quand on monte en altitude, on n'a plus beaucoup de pression, plus beaucoup de puissance. Pourquoi? Parce qu'il manque d'air. Et puis également, on a peu de sustentation. Alors plus on a de surface d'aile, plus on est sustenté. Le lignes n'était pas jusqu'à lui, bien là-bas, c'était des Allemands qui défendaient leur patrie. Eux aussi pensaient que théoriquement, il fallait aider la patrie. Et ils volaient dans ces avions qu'on appelle les Junker. C'est un Junker 52. Tu vois Sa particularité, caravane on reconnaît parce que où il parle là. la tôle qui le revêt, Je suis tout devant au niveau de la grille. la tôle ondulée. Vous allez me dire, c'était une nouveauté? Non. En 1914, les avions à tôle ondulée avaient été imaginés aussi parce qu'ils permettent une meilleure résistance. La tôle ondulée avait été mise sur du tube et il y avait 3 hommes dedans, un pilote et 2 canonniers. Ils passaient au-dessus des tranchées et à une quinzaine de mètres d'altitude, canonnaient littéralement les gens qui étaient dans les tranchées. Alors les autres ripostaient évidemment, mais eux étaient dans un baquet blindé. Mais vraiment 2 cm de tôle, avec un moteur poussif. C'était une aventure où les hommes savaient qu'ils mettaient leur vie en danger parce que c'était pas les balles qui allaient les atteindre, c'était le moteur qui allait s'arrêter, non pas à cause des balles, mais parce que les moteurs n'étaient pas fiables. Quel courage! Les Junkers, les Junkers exactement, eh bien les Junkers ont été les premiers avions au monde à faire un pont aérien entre le Maroc et l'Espagne au moment où, pendant la guerre d'Espagne, Franco, ce général qui essayait de prendre le pouvoir, a fait appel à Hitler et lui a demandé de l'aider. Et les troupes allemandes ont été transportées jour et nuit avec ces avions pour venir servir Franco. Franco remerciera Hitler en ne bougeant pas le pouce et en restant neutre pendant toute la durée du conflit. Au début, cet avion, c'était un monomoteur. Inutile de vous dire qu'avec la masse qu'il a, ils se sont vite rendus compte que c'était tellement possible qu'ils en ont Bonjour madame. Le pilote d'essai, l'avion, il est spartiate à l'intérieur. C'est pratiquement un carré. Là où il y a du profil, chez lui, il n'y en a pas. Regardez, c'est séparation. Alors on recolle les filets d'air, on leur donne un petit peu plus de sustentation avec peu de puissance. Il s'appelle Roro. Jean-François Lemat, c'est le pilote. Robert Roger, pardon. Comme ça. Là-bas, on a tous les avions. Ah bah oui. A été le mécanicien qui l'a remis en état. Il a mis 10 ans pour remettre cet avion en état. Cet avion était pourri. Il l'a entièrement refait de A jusqu'à Z. Aujourd'hui, dans Médicaments, malheureusement, c'est vrai qu'à la ferme TLS, si vous y allez, vous verrez que les coraux, tout le monde sait que c'est Robert Roger. Jean-François Lemat, c'est le pilote qui ordinairement est commandant de bord chez Hop. Vous savez, cette compagnie qui a fusionné entre British Régional et Airliner. Il est pas très lourd. Hein. Pilote, instructeur, examinateur sur Embraer. On remet les bras parce que à l'intérieur, regardez, on vole lentement. On va voler lentement pour aller se poser à Stalingrad. On fera le pont aérien, le deuxième à Stalingrad. Et ce deuxième pont aérien, ce sera pour justement rallumer le sommaire pour essayer de sauver leur peau comme ils pouvaient. Ça faisait pas bon de se retrouver avec les Yak 11, les Yak 3 qui est terrible. Françaises et aériennes libres, pardon, de Cessna 421 qui font chacun 270 chevaux. Et avec ça, eh bien, mon pote, on arrivera à faire quelque chose. Ils ont mis 10 ans, 35 000 heures de travail, et le mécano qui est au sol, Pichon, Bibiche, il m'a dit, tu sais, tu peux bien dire presque tellement parce qu'on a fait. La ressemblance
c'est extraordinaire. Cet avion, le Mosquito, on a parlé de Havilland, de ce constructeur anglais qui a payé un très lourd tribut parce que ses deux fils étant pilotes d'essai, ses deux fils ont disparu en essayant des avions. Il avait fabriqué cet avion parce que, pareil, avant la guerre 39-45, il y avait une course à la vitesse. C'était le premier prix. Et une extrapolation de cet avion est venue, le Mosquito, le moustique, en anglais, hein, c'est le moustique, mais également... Imaginez cet avion, le Junker, qui est en train de voler à environ 170-200 km/h avec un monstre de plusieurs milliers de chevaux qui nous tombe dessus à 600-700 km/h. La chance est nulle. Jacqueline, dont je vous ai parlé au tout début, puisqu'on recherche le nombre d'avions sur lesquels il n'a pas volé et se place sur une seule main, et bien c'est lui qui est en démonstration de cet avion formidable, le Mosquito. Les Anglais l'appelaient le Wooden Wonder, la merveille en bois. Puis d'autres l'appelaient le Timber Terror. Timber, le bois, vous savez, ce bois qui tombe lorsque les bûcherons laissent tomber un arbre, et bien ils crient Timber. Et bien voilà, c'était le terror en bois qui arrive. Ces avions n'ont pas pu être utilisés autrement que pendant des périodes très courtes, parce que la colle qui était utilisée, c'était une colle qu'on appelle une colle. C'est bien, on a les embruns qui viennent également abîmer le collage. On fabriquait des avions parce qu'on savait que leur durée de vie serait extrêmement courte. C'était des engins destinés au combat. Et lorsque les Anglais laissaient entre 80 et 100 missions pour un pilote, il a été à plus de 2000 missions. Il a battu à lui tout seul 1000 chars. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose d'incroyable. Il avait un avion qui faisait 1800 chevaux entre les mains. Il le faisait pivoter pratiquement sur place. C'était ces avions que dans les films on entend souvent avec un bruit démentiel de cet avion qui fait... Pourquoi? Eh bien parce que sur la jambe de train, ils avaient mis une petite soufflante qui faisait un bruit strident psychologiquement pour effrayer l'ennemi en dessous. Les massacreurs de chars, il y en a eu. Il y a eu des Stormolites également. Parce que les sorcières de la nuit, c'était des femmes qui faisaient de la voltige avant le conflit, qui ont demandé à servir dans l'armée et qui ensuite ont été, parce qu'elles étaient des femmes, envoyées au combat. Et je vais vous expliquer comment. Regardez, on salue les pilotes, ils viennent de couper le moteur droit, il en reste deux autres. On les salue parce qu'ils vous regardent, ils sont heureux, ils ont été ravis de nous faire plaisir avec cet avion remis en état par Roro, ce monsieur de la Ferté-Alais. Bravo à eux. Et puis on a nos sorcières de la nuit, elles étaient envoyées avec des avions peints en noir, elles n'avaient pas de pilote de chasse. Les hommes et les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de vie amoureuse. Il n'empêche que si vous lisez les livres qui ont été faits, notamment les sorcières de la nuit, vous vous rendrez compte que les hommes et les femmes, quand ils sont battants, ça fonctionne bien. Damien, si vous voulez nous parler d'autre chose, c'est la catégorie de la suite. Je vais donc vous accompagner au micro durant les 20 prochaines minutes afin de vous présenter les aviateurs qui font vivre la patrouille de France et vous expliquer qui sont ces hommes et ces femmes qui œuvrent au quotidien au cœur de cette belle équipe. J'ai à mes côtés le capitaine Yannick Quichot, l'officier communication des équipes de